Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais si tu es sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du Soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le Soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le Soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu. La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de Mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du Soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe deux théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte. Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau.
C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces 2 planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois. Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps. Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'AT cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu. À une distance de 640 années-lumière du Soleil, les scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, sur laquelle il pleut du fer. La planète est très proche de son étoile et lui fait toujours face du même côté. On parle de rotation synchrone. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'évaporent. L'autre moitié de la planète est suffisamment froide pour que les métaux se condensent à nouveau et retombent sous forme de pluie. En parlant de rotation synchrone, il se passe la même chose avec la Lune. Notre satellite naturel n'a pas de côté sombre. C'est juste qu'il nous présente toujours la même face. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous appelons son côté sombre devient alors très lumineux. Mais il nous est impossible de l'observer depuis notre planète. Oui, c'est vrai que ça se tient. Une étude récente affirme que la Lune a une queue, et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Une fine traîne composée de millions d'atomes de sodium qui suit notre satellite naturel et que la Terre traverse régulièrement. Des pluies de météores dynamitent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire et les projettent loin vers l'espace. Cela peut paraître incroyable, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Son diamètre fait aujourd'hui 46 mètres de moins qu'il y a quelques centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait également expliquer les séismes qui se produisent à sa surface. À ce propos, les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique et que des secousses y surviennent régulièrement. Pendant plusieurs jours chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre capte la queue de sodium. Entraînée dans son sillage, elle forme une longue bande qui s'enroule autour de l'atmosphère terrestre.
Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible pour l'œil humain, d'une intensité lumineuse 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Lors de ces rares journées, seuls de puissants télescopes peuvent repérer sa pâle lueur jaunâtre dans le ciel. La traîne lunaire ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Il s'avère que de nombreuses planètes dans l'univers, même au sein de notre propre galaxie, contiennent de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se situe dans notre système solaire, il s'agit d'Europe, un des satellites de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée se trouve un véritable océan d'eau liquide. Mais il est encore trop tôt pour s'emballer concernant l'existence possible d'une forme de vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments devant être réunis pour que la vie telle que nous la connaissons puisse apparaître. Une étoile de la galaxie GSN 069 est en passe de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait arriver en raison de contacts réguliers entre l'étoile et un trou noir. Les astronomes ont d'abord remarqué des éclats de rayons X inhabituels et étrangement lumineux se déclenchant toutes les 9 heures. Après avoir suffisamment étudié le phénomène, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Les éclats lumineux n'étaient autres que la matière à sa surface en train d'être aspirée par le trou noir. Il s'est avéré qu'en plusieurs millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus n'est pas près de s'arrêter. Les astronomes ont trouvé quelques traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent là où vivent des microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Cependant, même s'il y avait de la vie sur celle qu'on surnomme parfois l'étoile du berger en Occident, elle n'aurait pu apparaître que dans son atmosphère. Aucun organisme vivant n'est a priori capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche et ne comporte pas d'eau liquide. La pression y est 90 fois supérieure à celle qui s'exerce sur Terre. Les températures dépassent souvent les 480 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Pas très engageant comme projet de vacances. En revanche, à des millions d'années-lumière de nous, il existe un nuage spatial flottant entièrement composé d'eau. Il en contient tellement qu'il pourrait remplir tous nos océans 140 trillions de fois, soit juste un tout petit peu plus que ce qu'il nous faut. L'origine de l'eau sur Terre est une mystérieuse énigme. La théorie la plus répandue explique que nous devons sa présence aux comètes et astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux de gigantesques cratères, mais également la précieuse substance liquide qui nous a permis de nous développer. Mais dans l'espace, il y a énormément de matière organique, et dans des conditions spécifiques, celle-ci pourrait produire une quantité d'eau suffisante pour remplir nos océans des milliers de fois consécutives. Des chercheurs ont conduit une expérience qui consistait à faire chauffer cette matière organique. Au cours de cette recherche, ils auraient réussi à obtenir de l'eau claire et du pétrole. Si ce résultat est confirmé, cela pourrait signifier que le pétrole provient non seulement des restes fossilisés d'êtres vivants, mais encore qu'il a pu arriver depuis l'espace. Il pourrait bien y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre, rien que dans la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et attention, pas n'importe quelle planète. Elle aurait un noyau, une surface rocheuse et serait d'une taille comparable à celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir le berceau de créatures vivantes, ne serait-ce que des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut affirmer sans risque qu'au moins l'une d'entre elles est potentiellement habitable, voire même déjà habitée. Et maintenant, multiplions ce chiffre par le nombre de galaxies dans l'univers, tout en gardant en tête que beaucoup d'entre elles sont bien plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles comme le Soleil, et encore plus de planètes comparables à la Terre, dont certaines sûrement très similaires. Et maintenant, tiens-toi bien, il se pourrait que nous soyons capables de marcher debout grâce aux explosions de supernovas. Il y a environ 2,5 millions d'années, une supernova a envoyé des rayons cosmiques sur notre planète. Ils ont déclenché une série de tempêtes électriques dans l'atmosphère de la Terre qui se sont transformées en orages. Ceux-ci ont ensuite provoqué des feux de forêt dans le nord-est de l'Afrique, où vivaient les premiers êtres humains. Les incendies ont transformé la zone forestière en savane, la pression atmosphérique a changé, et nos ancêtres ont dû se tenir sur 2 jambes pour pouvoir survivre. La plus grande explosion depuis le Big Bang a été enregistrée en 2019.
Cela s'est produit dans l'amas Ophiuchus, qui réunit des milliers de galaxies. Selon les scientifiques, la déflagration était égale à 20 milliards de milliards, soit 18 zéros d'explosions mégatonnes se produisant à raison d'une fois par milliseconde pendant 240 millions d'années. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le tout premier tremblement de Mars. Ces séismes se produisaient fréquemment, environ 2 par jour, et la plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les sentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 séismes martiens ont été détectés. Ce sont les premières secousses sismiques détectées sur un autre corps spatial que la Terre ou la Lune. La mission a également permis de révéler un autre phénomène mystérieux en captant d'étranges pulsations magnétiques. Elles se sont produites chaque jour à minuit autour de l'atterrisseur. La source de ces impulsions n'a toujours pas été clarifiée à ce jour. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elle compte environ plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Tu te souviens de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur Terre? Qui pourrait l'oublier? Il y a peut-être eu un autre show galactique qui s'est mal terminé pour au moins 75% de la vie sur notre planète. Il y a environ 360 millions d'années, une explosion de supernova s'est produite aux alentours de 65 années-lumière de nous. Et les rayons cosmiques qu'elle a envoyés ont balayé la couche d'ozone de notre jolie boule bleue. C'est ce qu'on appelle un voisinage difficile. Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes, et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère. On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ces cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces 3 formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat.
Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète. Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie. Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'ils se trouvent au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante. La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur. Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Les piliers de la création en sont un bon exemple.
Ils font partie d'une région située à 7000 années-lumière de nous, appelée la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des nuages de gaz et de poussière en forme de piliers. Les scientifiques les ont découverts pour la première fois en 1995. Mais en réalité, une explosion de supernova a détruit ces piliers il y a au moins 6000 ans. L'image de 1995 montre donc ces piliers d'il y a 7000 ans. Mars possède le plus grand volcan du système solaire que nous connaissions à ce jour. Il est plus grand que tout l'archipel d'Hawaï et 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. La planète rouge semble calme, mais il fut un temps où de grands volcans dominaient sa surface. Si les volcans de la planète rouge peuvent devenir si grands, c'est probablement parce que la gravité y est beaucoup plus faible que sur Terre. De plus, la croûte de notre planète bouge tout le temps, alors que la croûte martienne reste probablement immobile.